La communication que nous allons vous présenter, Stéphane Le Pochat qui est à mes côtés et Sébastien Bou qui a aussi co-rédigé cette communication avec moi-même, vise, je pense, essentiellement deux choses. La première, c'est l'objectif de cette communication est d'essayer de tisser des liens entre des approches technologiques, celles que développent les analyses en termes de cycle de vie, et des approches en sciences sociales, notamment en sciences économiques. L'enjeu est d'essayer de voir comment peuvent s'articuler les apports des ACV avec la question des changements de modèle économique des entreprises. Votre question était, je pense, très pertinente tout à l'heure quand vous disiez en quoi les ACV est un levier, voire même un élément clé pour envisager autrement la dynamique économique contemporaine. Le deuxième objectif de cette communication, c'est d'essayer d'échanger avec vous sur le fait que, très profondément, nos sociétés sont amenées à envisager des changements de modèle économique et en particulier de sortir du modèle industriel. Sortir du modèle industriel. Pourquoi ? Parce que le modèle industriel, sur le plan économique, est fondé sur une rentabilité, elle-même associée à une croissance continue de la production et de la vente de biens, voire de services. Une augmentation continue de la vente des biens. Et même si, à partir d'innovations d'ordre technologique, on est capable de réduire la quantité de matière, notamment de réduire la quantité de ressources d'ordre matériel dans la production d'un seul bien, sur un plan plus macroéconomique, c'est-à-dire dans une logique de dynamique économique, les entreprises y ont toujours intérêt à vendre plus et à produire plus, un effet rebond opère, et les quantités de matière au niveau global continuent à augmenter dans leur utilisation. En d'autres termes, ce modèle économique industriel a en son cœur, au cœur de sa dynamique, un effet pervers. Si on n'est pas capable de changer ce modèle, alors on restera, malgré les avancées techniques, on restera, malgré les avancées des analyses en termes de cycle de vie, en échec. Et c'est le deuxième objet de cette communication, et d'essayer de voir comment on peut progresser vers des modèles économiques dont la rentabilité serait fondée sur la réduction de l'usage de la matière. Et, si on est dans une logique de croissance et de développement, donc la nécessité d'ajouter une valeur, de réaliser une valeur ajoutée sur autre chose que la matière, c'est-à-dire la dimension immatérielle, et notamment de la dimension immatérielle des effets de service de ce qui est produit par les entreprises. Alors, parfait. Le modèle que je vais essayer de vous présenter succinctement, parce qu'on a toujours un temps un peu réduit, ce modèle est dénommé économie de la fonctionnalité. Il repose sur la dynamique suivante. Au lieu de présenter, de produire, de vendre des produits séparément ou des services associés à certains produits, l'enjeu est de vendre des solutions qui vont intégrer des produits et des services en élargissant le périmètre de l'activité de l'entreprise. L'élargissement du périmètre de l'entreprise à travers l'offre de solutions permet de réduire l'usage des ressources matérielles en termes énergétiques, en termes de ressources naturelles, et en même temps de réaliser une valeur servicielle qui augmente, qui croît. Ça, cette logique de solutions dites intégrées fonctionne sur la base de coopérations nouvelles entre les entreprises offrant ces solutions et les bénéficiaires de ces solutions, c'est-à-dire les clients de ces solutions.
Pour illustrer ce processus en cours, encore embryonnaire, il faut le reconnaître, mais déjà engagé dans la région, comme en reste de la France ou dans d'autres pays, on peut prendre peut-être deux exemples. Alors, ça va recouvrir, j'ai mis ici dans cette présentation, il y a des sphères d'activité qui sont prises, qui sont engagées dans ces processus, l'automobile et la question de la mobilité, la question des courriers et de l'importance de la gestion documentaire. Mais je vais prendre deux exemples qui vont éclairer mon propos. L'un des exemples est un exemple d'une très grande entreprise en France, Michelin. L'autre est un exemple d'une toute petite entreprise, une PME, même une toute petite entreprise de la région AVN. Michelin, c'est souvent un exemple qui est cité parce qu'il est assez connu, et je vais vous le présenter très succinctement, mais il y a d'autres grandes entreprises. Par exemple, ici dans la région, l'entreprise Lireco, qui distribue des produits de bureau. Michelin offre à des flottes, à des clients qui gèrent des flottes d'autobus ou de camions, la location de ces pneus. Au lieu de vendre les pneus, il loue les pneus auprès de ses clients. En d'autres termes, d'un côté, elle garde la propriété du pneu et en même temps, elle va vendre l'usage de ces pneus. Mais pour faire en sorte que cet usage réponde à des problèmes environnementaux et à des enjeux sociaux, en fait, l'offre de Michelin s'élargit du pneu à des services qui concernent, par exemple, l'éco-conduite. L'éco-conduite permettant, d'un côté, sur le plan environnemental, de réduire les conditions de consommation aussi bien du gasoil que du caoutchouc, l'éco-conduite permettant, sur le plan social, de réduire les accidents, les effets pervers sur le plan de la santé d'un certain nombre de conduites déviantes. En plus, Michelin propose des services qui concernent la maintenance, la vérification du système de gonflage des pneus. En d'autres termes, Michelin offre une solution qui intègre un pneu et en même temps des services dont l'intégration permet de réduire l'usage de la matière et d'apporter sur le plan sociétal, sur le plan territorial, des avantages en matière environnementale et en matière sociale. Il y a ici une orientation très intéressante, parce que sur le plan économique, le fait que Michelin conserve la propriété du pneu amène Michelin à envisager la grande durabilité du pneu, d'allonger au maximum la durabilité du pneu, et deuxièmement, invite Michelin à faire en sorte que ses clients soient amenés à baisser la consommation de caoutchouc. En d'autres termes, la performance consiste ici à engager un processus de décroissance dans l'usage de la matière auprès de ses clients. Mais parallèlement, Michelin construit sa valeur ajoutée par la croissance des services immatériels que représentent la formation, le conseil, l'orientation dans la conduite, qui là offrent des perspectives de développement connexes, associées, larges, avec des étapes qui se succèdent les unes après les autres, en d'autres termes, avec des étapes qui permettent d'accroître la valeur immatérielle de cette solution. Le deuxième exemple que je voulais vous présenter très rapidement, c'est un exemple qui concerne une petite entreprise de la région qui a pour activité de vendre et d'installer des systèmes de vidéoprojection dans des salles, que ces salles soient des salles communes dans les collectivités territoriales, des salles dans les écoles, dans les universités, voire des salles dans les centres sociaux des grandes entreprises. À l'origine, cette entreprise a intérêt
sur le plan économique, à ce que les vidéoprojecteurs soient régulièrement remplacés, voire même, s'ils pouvaient tomber en panne, c'est pas mal, parce que ça permet une intervention supplémentaire, a intérêt à ce que les lampes aient une durabilité fixée, de telle manière que le remplacement de la lampe engage une intervention et donc une croissance de la valeur ajoutée apportée au client, une croissance de son revenu. En d'autres termes, la rentabilité de l'entreprise ici est immédiatement contradictoire avec des enjeux environnementaux et contradictoire avec des enjeux qui relèvent du développement durable, malgré le fait que les lampes, à des moments, sont considérées comme consommant moins d'électricité, ou que le fait... Je suis trop long, c'est ça, Christian? Alors Christian Trenet me dit que je suis trop long. C'est vrai, Paul, que je suis trop long? Oui, alors je suis trop long. Ça m'arrive très souvent, malheureusement. Alors, je vais essayer d'être plus court. Voilà, mais c'est parce que, à travers ces exemples, je crois que ça permet de prendre la mesure de ce qui est en jeu. La proposition d'AVN, dans la solution qui est proposée, est la suivante. Elle garde la propriété des vidéoprojecteurs. Elle loue les vidéoprojecteurs. Mais elle ne loue pas seulement les vidéoprojecteurs. Elle loue aussi au besoin des ordinateurs, des logiciels qui sont associés à l'usage de ces systèmes de vidéoprojection. Et en louant, l'entreprise élargit son activité à la formation de ces outils numériques, élargit son activité aux conditions dans lesquelles ces outils sont utilisés du point de vue des activités de ses clients, la formation pour les écoles, la qualité des réunions, avance dans la capacité de faire évoluer le travail des uns et des autres, en d'autres termes, élargit son champ d'intervention de questions techniques à des questions beaucoup plus complexes, qui sont la pertinence et la qualité de ce qui se joue dans les organisations. Alors, je vais aller beaucoup plus vite. Si vous voulez, à travers ces deux exemples, on voit les choses suivantes, que ces modèles économiques sont fondés sur des performances à la fois environnementales et sociales qui vont être partagées par le client et par le fournisseur, que ces modèles économiques permettent cette fois-ci d'articuler de manière coordonnée, de manière intégrée, les trois axes du développement durable en évitant leur opposition, c'est-à-dire la question environnementale, la question sociale et la question économique, et enfin permet de créer des liens plus prolongés, plus construits avec les territoires, c'est-à-dire fondre la localisation des entreprises, leur stabilité dans des lieux particuliers. En d'autres termes, ce sont des modèles qui, sur le plan macroéconomique, sont extrêmement intéressants, y compris dans des phases de globalisation où la question de la territorialisation de l'activité devient une question essentielle. Malgré tout, cela demande des conditions institutionnelles exigeantes, notamment en matière d'évaluation, et ça exige également d'envisager des périmètres d'acteurs qui s'étendent, mais surtout qui puissent s'appuyer sur une compréhension des enjeux techniques, et c'est là où la question de l'analyse en termes de cycle de vie prend son importance, et je voudrais juste demander à Stéphane de présenter rapidement en quoi se joue cette question. Bien, je relais, Christian, le temps de 2 slides parce qu'il n'est pas familier avec la CV. Donc, effectivement, la problématique étant de savoir en quoi l'outil d'analyse de cycle de vie peut aider à la conception de modèles d'économie de la fonctionnalité. Pour ça, on a pensé qu'il était intéressant de revenir un peu à une approche historique. Alors, c'est des choses que vous maîtrisez parfaitement, la plupart d'entre vous, puisque vous êtes ici à un congrès ACV. Mais voilà les questions qu'on se pose. En quoi l'ACV peut aider l'économie de la fonctionnalité, quel est son potentiel dans cet objectif-là, quelles articulations, quelles complémentarités, ou au contraire, quels antagonismes, voilà. Et donc, on rappelle très rapidement que l'ACV est un outil d'ingénieur, alors que la conception d'un modèle d'économie de la fonctionnalité requiert plus une approche économiste, et que à la base, l'ACV a été conçu pour l'évaluation de systèmes industriels, que ça a peu à peu été étendu à des systèmes agro-industriels, que depuis les années 90, on a vu un accompagnement scientifique de l'ACV par la CETAG, que c'est un outil qui est normalisé depuis 1996,
et que, historiquement, d'ailleurs, la représentativité des gens qui assistent à cette conférence le montre, on a une évolution concomitante entre des scientifiques purs et des industriels. Et enfin, qu'il faut se poser la question, notamment dans le cadre de l'économie de la fonctionnalité, du positionnement de l'outil ACV. Est-ce qu'on s'en sert comme outil de recherche ou est-ce qu'on s'en sert comme outil pour communiquer? Très rapidement, historiquement, l'ACV a été d'abord utilisé sur des secteurs industriels comme les matériaux, l'emballage, les process, puis petit à petit a été amené à évaluer des produits un petit peu de plus en plus complexes, les véhicules, les produits électriques, électroniques, les biens de consommation. Et on en arrive maintenant à tenter d'évaluer des systèmes complexes, c'est-à-dire par exemple des très gros navires ou des fusées avec des bases de lancement ou voilà, tout ce tas de systèmes complexes, des produits chimiques, etc., etc. Enfin, juste pour rappeler que l'outil, pour le repositionner vis-à-vis de la conception économie de la fonctionnalité, pardon, c'est un outil de bilan des flux, ni plus ni moins, vous le savez bien. C'est une méthode analytique, mais que conceptuellement, l'ACV peut s'appliquer aussi bien à un produit, un procédé, des services, et aussi à l'économie de la fonctionnalité. Le problème étant, sur l'ACV pour l'économie de la fonctionnalité, c'est l'extrême complexité engendrée par l'extension du système. On n'évalue plus un produit, on évalue un système qui déborde très largement le cadre de l'entreprise, qui peut penser même cette économie de la fonctionnalité. Voilà, donc ce que peut apporter, c'est des questions que je pose, mais j'apporte quelques éléments très rapidement. Évidemment, ce qu'apporte l'ACV à la conception même de l'économie de la fonctionnalité, c'est la pensée en cycle de vie, bien évidemment. Et puis, ça pourrait être un outil pour déjà valider que l'économie de la fonctionnalité va bien dans le bon sens, parce que tout le monde dit économie de la fonctionnalité, oh, c'est super, on dématérialise. Ça n'a jamais été prouvé pour l'instant. Donc ça peut être un outil qui, justement, par le calcul analytique des flux, montre cela. Et puis, dans le cadre du processus de la conception d'un système d'économie de fonctionnalité par une entreprise, c'est un outil qui pourrait avoir sa place pour la prise de décision, pour orienter les choix de conception à certains moments du processus. Voilà.